Donc nous allons parler de fiabilité des tests. Vous allez voir, c'est pour ceux qui étaient là la semaine dernière ou qui ont visionné la vidéo. C'est dans la continuité de ce dont je vous avais déjà parlé, avec notamment la formule de Bayes. Voilà, fiabilité, c'est un mot qui est un petit peu vague et on ne sait pas exactement ce que ça recoupe pour les tests, mais enfin, en gros, ce que ça veut dire, c'est un test est fiable s'il sait reconnaître un maximum de personnes infectées quand le test est positif et un maximum de personnes saines quand le test est négatif. Les laboratoires font leurs propres études de fiabilité et communiquent les résultats. Donc c'est public, c'est dans des revues, on les a. On va voir pourquoi dans quelques instants le nombre de tests effectués est supérieur au nombre de personnes testées. Donc je continue mon dictionnaire qu'on avait commencé la semaine dernière avec des termes qui sont un petit peu techniques comme la sensibilité d'un test et la spécificité d'un test. Alors la sensibilité, c'est la probabilité pour une personne infectée d'être testée positive. Donc, en langage, je vous ai montré l'efficacité du formalisme des mathématiques ou des probabilités. Donc, la sensibilité, c'est la probabilité pour une personne infectée donc d'être testée positive. Et donc, c'est l'idéal est évidemment 100%, c'est la capacité à diminuer les faux négatifs. La spécificité, c'est la probabilité pour une personne non infectée, saine, donc pour ce virus, d'être testée négative. Alors, la probabilité d'être testé positif si on est infecté, c'est pas vraiment ça qui intéresse la personne qui va se faire tester. Ce qui intéresse la personne qui va se faire tester, c'est le contraire. C'est quelle est la valeur prédictive d'un test positif. Autrement dit, quelle est la probabilité d'être infecté si le test est positif. Et la valeur prédictive négative pour un test, c'est la probabilité d'être sain si le test est négatif. Donc, les causes de baisse de fiabilité des tests PCR, alors je vais parler de essentiellement 3 types de tests. Enfin, quand je dis que je vais en parler, je vais parler des caractères spécificité, sensibilité pour 3 types de tests. Les tests PCR classiques, ceux qu'on prélève par voie nasale, les tests de séroprévalence et les nouveaux tests qui viennent d'être autorisés, qui sont les tests antigéniques. Alors, il y a des sources de faux positifs apparents ou réels. Donc là, je vous donne la diapo telle que je l'ai eue dans le bulletin de santé publique. Donc, les réactifs peuvent être incorrects ou mal sélectionnés. Il peut y avoir des phénomènes de contamination croisée pendant le prélèvement, par exemple s'il y a une autre infection. Il peut y avoir, ça paraît inquiétant, mais ça peut arriver, des erreurs d'identification de patients. Les sources de faux négatifs, elles sont apparemment plus nombreuses. Donc, toujours pareil, procédure incorrecte, le test ne détecte pas suffisamment le SARS-CoV-2. Il peut y avoir des phénomènes de mutation, auquel cas les réactifs sont mis en défaut, mais ça n'a pas été encore à ce jour signalé pour le SARS-CoV-2. Il se peut que ce soit un mauvais prélèvement, que le virus soit présent, mais que le prélèvement a été mal récolté ou trop peu de virus. Il se peut que le moment ne soit pas le bon, c'est-à-dire que ce soit le début de l'infection et la charge virale est encore faible, soit c'est un peu trop tard et la charge virale est apparue dans les voies respiratoires basses. Alors, en ce qui concerne, je vais ici comparer, bon, ce sont des données techniques, je ne vais pas rester très longtemps là-dessus, c'est juste pour vous donner une idée des différences de sensibilité et de spécificité en comparant les tests PCR et les tests antigéniques. Voilà, ce sont ceux-là
qui vont être ou qui sont déjà peut-être autorisées. Donc pour la Haute Autorité de Santé donne des critères de fiabilité pour les tests PCR. Donc ils doivent être 95% sensibles et 98% spécificité. Donc la spécificité, ça repère les faux positifs. Donc si la spécificité est très élevée, en principe, il y a d'autres critères qui entrent en jeu, mais en principe, quand la spécificité est très élevée, il n'y a pas ou peu de faux positifs. Alors, apparemment, en France, on prélève correctement et donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire de ce côté-là. Bon, ceci étant, la sensibilité des tests PCR, d'après les données de laboratoire, a été évaluée pour la sensibilité donc entre 70 et 80%, et la spécificité est excellente. En ce qui concerne les tests antigéniques, apparemment, il y a une différence de fiabilité selon si les personnes testées sont symptomatiques ou pas. Et si les personnes sont symptomatiques, il y a une bonne sensibilité. C'est pour ça que on a pour le moment envisagé cette sorte de test pour les personnes symptomatiques surtout, parce que sur les personnes asymptomatiques, la fiabilité est médiocre. Voilà, donc vous avez bien aimé, je crois, enfin certains ont bien aimé les arbres la semaine dernière. Ça permet de voir des données assez rapidement. Je vais prendre la colonne de gauche et je vais prendre donc l'hypothèse d'une prévalence, enfin c'est-à-dire, bon, on a vu que c'était un petit peu compliqué la prévalence pour un virus qui a une durée limitée dans le temps, mais enfin, bon, ce que j'ai appelé donc prévalence, la probabilité d'être infecté, j'ai pris une valeur qui est une valeur moyenne dans la population, avec tout ce que ça a comme inconvénient de parler de valeur moyenne, parce que si en région parisienne c'est 10% et si en Bretagne c'est 1%, finalement il n'y a peut-être pas beaucoup de régions qui sont vraiment à 5%. Bon, ça ce sont les inconvénients de la moyenne. Enfin, donc prenons ça avec un test sensible à 70% et une spécificité de 98%. Alors ici, donc, on suppose toujours par simplification que 10 000 personnes sont testées, c'est la partie haute de l'arbre. Et toujours pareil, il y a deux branches. Donc la branche de gauche, c'est la population infectée, donc il y en a 5%, donc 500 personnes infectées. La branche de droite bleue, ce sont les 95% saines, donc il y en a 9 500 saines. Alors, à partir de là, les tests vont avoir, donc, comme je l'ai dit, ils ne sont pas sensibles à 100%. Et donc, parmi les personnes infectées, les 500 personnes infectées, eh bien, le test va repérer seulement 70% de réelles personnes infectées, ce qui nous donne la branche de droite. Et vous avez donc 350 qui sont testés positifs et qui sont infectés. La branche de gauche verte, ce sont les 30% qui passent à travers la raquette, là. Et donc, ici, on a 150 personnes qui sont testées négatives et qui sont en fait infectées. Mais elles sont testées négatives. De l'autre côté de la branche, vous avez donc 9 500 personnes saines. Et le test est extrêmement spécifique, c'est-à-dire que parmi les personnes saines, vous en avez 98% qui effectivement sont testées négatives, donc c'est la branche verte, 98% sont effectivement testées négatives, donc c'est bien normal. Mais par contre, il y a 2% qui sont des personnes saines, mais testées positifs. On appelle ça des faux positifs. Si on regarde pour la dernière disons, case la plus basse, c'est-à-dire l'ensemble des personnes testées positives, ou bien qu'elles se partagent en deux parties. Les 350 qui sont parmi les personnes infectées et qui sont donc des vrais positifs, et les 190 personnes qui sont des faux positifs, puisqu'elles sont saines. Au total, nous avons 540 personnes positives.
Ça fait quand même un pourcentage important de personnes saines, 190, parmi 540, ça nous donne 35%, un tiers, un peu plus d'un tiers, de personnes qui sont testées positives et qui pourtant sont saines. Alors ça, c'est pour la première hypothèse où on est, disons, vraisemblablement dans l'hypothèse Covid, là, en ce moment, si on prend la proportion moyenne, 5%. Mais alors, les choses changent considérablement. Vous allez voir que vous allez être très surpris, sans doute, si vous voyez ça pour la première fois. Je prends maintenant la deuxième colonne, et là, j'ai un virus qui est peu présent, donc 0,1% dans la population, avec une très bonne sensibilité, 90%, bien meilleure que celle d'à côté, et une très bonne spécificité. Et là, je vais le faire un petit peu plus court, et si on fait exactement le même raisonnement, on constate que, allons directement au nombre de personnes testées positives, donc la base de l'arbre, si vous voulez, en bas, et là, vous avez donc 309 personnes positives, dont 300 qui sont des faux positifs, puisque ce sont les personnes qui ont été testées positives alors qu'elles sont saines. Vous voyez que, et là, c'est pourtant la sensibilité est meilleure que dans l'autre hypothèse. D'où ça vient? Bien, ça vient du fait que quand un virus est très peu présent, en particulier au début de l'infection, au début de l'épidémie, en gros quand c'est pas encore vraiment une épidémie, eh bien il y a énormément de faux positifs. Sur le même exemple, on va voir ce que ça donne au niveau de ce qu'on appelle les valeurs prédictives positives. Donc les étudiants en médecine première année connaissent bien ça. La VPP, donc ce qui nous intéresse, hein, la probabilité d'être infecté si le test est positif et la probabilité d'être sain si le test est négatif. Donc ici, je me suis placée dans l'hypothèse type Covid, c'est-à-dire 5% de personnes infectées. Eh bien, la VPP, donc la valeur prédictive positive, c'est 65%. Hein, donc il y a 35% des positifs qui sont en réalité des faux positifs. Et c'est pour ça que lorsque le test est positif, enfin, c'est mon interprétation, mais ça me paraît raisonnable. Lorsque le test est positif, il est refait. D'autant plus que le virus est très peu présent. Donc les laboratoires savent très bien que lorsque le test est positif, il faut refaire. C'est pour ça que le nombre de tests est en fait dans tous les bulletins épidémiologiques de Santé publique France, par exemple, eh bien, le nombre de personnes testées, la semaine dernière, c'était de l'ordre de 800 et quelques mille personnes testées pour plus d'1 million de tests réalisés. Voilà. Donc, par contre, la valeur prédictive négative, c'est-à-dire celle qui nous rassure quand le test est négatif, elle est excellente. Donc, on peut être tranquille si le test est négatif. C'est quand même important de le savoir. Alors, je parle ici des tests sérologiques, donc ce sont ceux qui vont vérifier la présence d'anticorps. Donc, j'ai eu deux sources d'informations. C'est la revue Science Directe récente, donc septembre 2020. La sensibilité, donc là, pour les tests sérologiques, était estimée à 90,5%. Et si je vous ai dit estimé, eh bien, dès qu'on dit estimation, c'est-à-dire lorsqu'on ne donne pas une valeur précise, nette, hein, c'est qu'on la donne dans une fourchette et que la fourchette n'est pas elle-même sûre à 100%. En général, ici, on a une fourchette. Vous voyez, on n'a pas 90,5%, on a une fourchette, c'est comme dans les sondages, entre 82,8 et 95,6. Et au seuil de confiance de 95%, ça veut dire qu'on peut avoir une confiance de 95% que la fourchette comporte la vraie valeur. La vraie, c'est-à-dire la vraie sensibilité, la valeur exacte. Et pareil pour la spécificité qui est donnée à 100%, donc tout va très bien pour la spécificité des tests sérologiques, avec une fourchette également, c'est-à-dire qu'il se peut que ce soit quand même un petit peu moins. Alors dans une tribune
du journal Le Monde daté du mois de juin, qui s'appelle « Le théorème de Bayes et prévalence de virus ». Eh bien, donc ce sont des scientifiques qui ont donné les valeurs suivantes pour les sensibilités et spécificités. Eh bien, qu'est-ce que ça conduit? Par exemple, une sensibilité à 90% et une spécificité à 98%. Eh bien, il y a des choses un petit peu surprenantes parce que, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, et on l'a montré sur les deux colonnes, selon si la prévalence est très faible, enfin faible, ça dépend, voilà, 0,1%, ou bien un peu moins faible, 5%. Eh bien, vous avez vu que les valeurs prédictives sont différentes. Eh bien, prenons l'exemple d'un patient qui est testé dans un hôpital où il y a beaucoup de monde qui est malade, quoi. Eh bien, dans ce cas-là, si la probabilité d'être positif est, mettons, 69%, donc il y a énormément de malades ou de personnes infectées ici dans cet hôpital, eh bien, à ce moment-là, la valeur prédictive positive est excellente. Donc, si le test est positif dans un hôpital comme ça, la valeur prédictive est excellente. La valeur prédictive négative est un peu moins bonne. Et tout à l'heure, donc on a vu également ce qui se passe dans un laboratoire de ville, par exemple, si c'est monsieur tout le monde qui va se faire tester, eh bien la valeur prédictive positive, elle baisse. On a une 30% de faux positifs. Et la valeur, enfin de faux positifs parmi les positifs, bien sûr. Et la valeur prédictive négative, par contre, elle est excellente. Donc, vous voyez, on peut jouer comme ça enfin, on peut jouer. Selon les prévalences, selon les choses, les valeurs prédictives sont différentes. Voici une carte qui est quand même très parlante. Quand je dis résultat provisoire de la séroprévalence, j'en ai parlé la semaine dernière. Ce sont les résultats qui ont été publiés par l'Institut Pasteur concernant la séroprévalence évaluée au printemps dernier, hein, enfin après le confinement et jusqu'à fin juin. On voit qu'il y a une carte que la France est coupée en deux. Est-ouest, et qu'en fait, vous voyez, plus c'est foncé, plus la prévalence est importante, avec bien sûr le gros quart nord-est, enfin région parisienne plus le Grand Est. Mais on voit aussi que nous, ici, en région sud, eh bien, la séroprévalence est quand même pas faible, hein, pas faible, puisque d'après ce que je vois, elle serait de l'ordre de 6%. Voilà. Donc elle n'est pas. Par contre, heureux Bretons qui ont eu. Enfin, ça dépend comment on voit les choses, mais en tout cas pour ce qui concerne l'immunité, ils sont pas arrivés au bout de leur peine, mais enfin peut-être que ce sera quand même, il fait quand même bon vivre là-bas, quoi. Bon. Alors, moi, je me suis posé une question qu'on se pose, j'imagine tous, c'est les histoires de combien de cas contacts sont testés et combien chaque personne a de cas contacts testés en moyenne. Bien, donc le bulletin de la semaine dernière, donc Santé publique France, a publié une étude très intéressante qui montre l'évolution des cas contacts, enfin, alors, de la proportion des cas contacts parmi les personnes testées positives. Hein. Donc la proportion, c'est le graphique qui est donc sur la gauche. Et je ne sais pas si on voit bien, mais ça commence à la semaine 20. La semaine 20, ça doit être, j'imagine, oui, après le confinement. Ah ben si, c'est marqué, pour la 13 mai. Donc à partir du 13 mai jusqu'au 4 octobre, et on voit que la proportion des cas contacts positifs parmi tous les positifs, elle évolue de 15% à 25% aujourd'hui.
Bon, mais on testait beaucoup moins au mois de mai aussi. Hein, donc, mais après, la proportion, c'est la proportion. Mais l'évolution de... Donc, ça veut dire que parmi tous les positifs aujourd'hui, il y en a 25% qui proviennent de cas contacts testés positifs. Donc, c'est une information qui est très importante, j'imagine. D'autant qu'elle est couplée avec une autre information importante, c'est combien, en moyenne, de cas contacts, enfin, combien a-t-on en moyenne de cas contacts si on est cas, si on est positif. En moyenne, c'est un peu moins de 3. Et puis aussi une autre information importante, par exemple dans les écoles, dans les universités, que se passe-t-il quand il y a une personne qui est cas contact de cas contact? Donc la question se pose, est-ce que le cas contact du cas contact est aussi un cas contact? Bon, la réponse de la... Pardon? Véran a dit non. Véran a dit non, et il a sans doute écouté la haute autorité de santé qui a dit les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts. En mathématiques, on appelle ça non-transitivité. Hein, c'est pas l'ami de mon ami et mon ami, ben non. Le cas contact de cas contact n'est pas contact. Enfin, heureusement, parce que sinon, ça s'arrête jamais. Toute la population, à ce rythme-là, elle peut être considérée comme cas contact. Autre question qu'on se pose dans la stratégie de tests, est-ce que la France pratique plus de tests PCR que les autres pays? Donc Jacques a eu la gentillesse de prendre les populations des pays France, Allemagne, Belgique, Espagne, Suède, Italie et Royaume-Uni, et à partir du nombre de tests qui ont été publiés, il a fait des petites divisions, et on obtient ici donc les tests, le nombre de tests pour 1000 habitants. Et on voit que la France se situe, disons, dans une bonne moyenne, les extrémités étant l'Italie et le Royaume-Uni qui testent visiblement beaucoup, mais sinon les autres sont tous à peu près dans la fourchette 13-17%, pardon, 13-17 pour 1000 habitants, 13-17 tests pour 1000 habitants par semaine. Hein. Alors, je voudrais terminer par, puisqu'on est dans les stratégies de tests groupés, il y a une technique de test qui pourrait et qui aurait pu, j'exprime ici un regret, qui aurait pu, un regret non pas à titre personnel bien entendu, ça n'a aucun intérêt, mais de la part de scientifiques, notamment de la part de médecins, qui est qu'on aurait pu utiliser, et on pourrait encore, mais enfin, après, pour le déconfinement, il semble que ça aurait été très pertinent d'utiliser ce qu'on appelle des tests groupés. Alors, en anglais, c'est pool de tests. Donc, en quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste donc à regrouper des échantillons en 10 groupes de 10 prélèvements. Et ensuite, au lieu de tester 100 prélèvements, on teste uniquement les groupes de 10. Si un groupe de 10 est négatif, alors les 10 sont négatifs. Et s'il est positif, si on a par exemple un lot positif, eh bien à ce moment-là, il faudra faire les 10 prélèvements qu'il aurait fallu faire de toute façon pour vérifier lequel ou lesquels des prélèvements sont positifs. Mais bon, c'est une méthode qui est fait économiser plus ou moins de kits de dépistage. Par exemple, ici, sur cet exemple, sur ce cas de figure, on ferait seulement 20 tests, c'est-à-dire on utiliserait seulement 20 kits de dépistage au lieu de 100. Donc c'est extrêmement rentable. Mais bien sûr, si la maladie devient très présente dans la population, c'est-à-dire s'il y a énormément de positifs, eh bien, on aura énormément de lots à faire et la méthode perd de son intérêt. Et enfin, donc une variante que nous avons proposée avec le professeur
Benamou du CHU de Grenoble, qui, dès le mois de mars, a proposé d'utiliser cette technique, un peu simplifiée par rapport à celle que j'ai présentée juste avant. C'est tout simplement de regrouper, par exemple dans un EHPAD, au lieu de faire 5 prélèvements, on les fait les 5 prélèvements, et on garde les prélèvements de côté, mais avec les 5 prélèvements, on en fait un seul, et on fait un seul test avec ces 5 prélèvements. Et donc j'ai fait des calculs de probabilité pour voir ce qu'on appelle l'espérance de gain. C'est un petit peu comme quand vous faites un jeu et vous calculez l'espérance de gagner, quoi. Et donc ça dépend bien sûr de la prévalence de la maladie, bien évidemment, mais on peut économiser énormément de tests. Et là, par exemple, sur cet exemple-là, on pourrait, sur 5000 tests, n'en faire en fait que 3008, ce qui est intéressant. Voilà. Je précise qu'il a publié cette étude que nous avons menée dès le 24 mars et que certains pays ont effectivement pris bonne note, on va dire. Et puis la France freine pour des raisons, bon, un petit peu complexes. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là.